Les arrêts de bus de la métropole seront remplacés d'ici mars 2018. C'est la promesse de l'entreprise JC Decaux. Son ambition est les équiper en Wi-Fi et en écran tactile. Jean Annex. Les usagers de l'Atteinte l'auront remarqué, ces panneaux orange poussent comme des champignons sur les lignes de bus et de chronobus. À quelques mètres de ces arrêts provisoires, de nouveaux abris sortent de terre, comme ici rue de la Durentière. Une opération gigantesque pour l'entreprise JC Decaux. C'est 2500 mobiliers qui vont être installés dans les prochains mois avec ces premiers abribus que vous pouvez voir derrière moi qui ont été installés depuis maintenant quelques semaines. Alors vous avez évidemment des abris voyageurs, donc un exemple ici, mais également les mobiliers d'information, de communication, des panneaux d'affichage libre, des panneaux, des colonnes culturelles. D'ici le printemps prochain, plus de 900 abris voyageurs vont être remplacés dans 7 villes de la métropole. Principale nouveauté, ce sont des abris dits connectés. Avec en particulier l'implantation de bornes d'information voyageurs sur la plupart des abris qui permettront ainsi aux usagers d'avoir une information en temps réel sur le trafic bus. Un des premiers services, ce sera effectivement la possibilité de recharger ses téléphones portables à travers des prises USB. On va d'abord tester sur une vingtaine d'abris la formule, voir si ça fonctionne, si le service rendu est un vrai plus pour les usagers ou pas, avant éventuellement de le déployer sur davantage d'abris. Un accès au Wi-Fi public sera également testé sur certains arrêts. Enfin, toutes ces innovations posent la question de la consommation d'énergie. Selon la métropole, chacun de ces nouveaux abris consommera 2 fois moins d'électricité. C'est un sujet sensible. La vidéoprotection sera débattue ce vendredi lors du Conseil communautaire. Le dispositif doit être mis en place dans les prochains mois dans les communes volontaires. Certaines l'ont déjà adopté. Jean-Michel Naga. Il se cache au dernier étage de l'hôtel de ville à Saint-Herblain. Le CSU, Centre Superviseur Urbain, aux commandes de 22 caméras. En l'an 2000, Saint-Herblain était la première commune dans le Grand Ouest à mettre en place ce type de dispositif. Les élus ont essuyé beaucoup de critiques, mais les chiffres semblent aujourd'hui leur donner raison. En 2016, c'est 300 faits constatés. La moitié sont à l'initiative de surveillance particulière, soit à notre initiative lorsqu'on saisit les forces de police et qu'on constate des faits, soit à l'initiative de la police lorsque celle-ci en constate et souhaite pouvoir observer un certain nombre de secteurs pour soit alimenter des dossiers judiciaires, soit pour pouvoir confondre directement les délinquants. Car la ville de Saint-Herblain travaille main dans la main avec la police grâce aux opérateurs qui se relaient ici devant les écrans 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des images diffusées en temps réel au commissariat central de Val-des-Grousseaux. L'outil est largement exploité, mais pas surestimé. Ce n'est pas l'arme absolue contre la délinquance. Ça, on en est intimement convaincu. La lutte contre la délinquance, c'est une panoplie de différents moyens. C'est une présence humaine, c'est des caméras, c'est des rapports avec la population, c'est des informations qu'on peut recueillir. Donc, la vidéoprotection, on ne peut pas s'en remettre qu'à la vidéoprotection pour assurer la protection de la voie publique. Indispensable, mais très contestable pour les associations de défense des libertés. À leurs yeux, ces caméras font de chacun de nous des suspects potentiels et tout dépend de leur utilisation. En Chine, sur la place Tiananmen, les caméras ont permis d'identifier et d'arrêter les opposants. On ne sait pas qui demain sera derrière une caméra. Ces outils, bien sûr aujourd'hui nous sommes en démocratie, mais ces outils peuvent après être utilisés à des fins malveillantes. Tout dépend donc du contrôle de ces caméras présentes dans l'espace urbain, sans compter les initiatives privées des banques par exemple. Nantes Métropole et la Sémitane en exploitent déjà plus de 1300 dans l'agglomération. La Liga masculine de volley reprend ses droits ce vendredi. Le NRMV entre tout de suite dans le vif du sujet en accueillant le tenant du titre, Chaumont. Peut-être le début d'une nouvelle ère pour les Nanto-Reuséens. Les objectifs de la saison avec Olivier Caillé. Il y a encore quelques têtes connues, mais elles ne sont plus nombreuses. Seulement 3 joueurs, déjà là la saison passée, ont continué l'aventure. Durant cette longue trêve de 6 mois, le NRMV a beaucoup changé. D'entraîneurs d'abord, avec l'arrivée de Fluvio Bertini, mais de joueurs surtout, avec 8 nouvelles têtes, 4 Français, 2 Hollandais, un Espagnol et un Grec. L'entraîneur a eu ce qu'il voulait, et donc dans la mesure où il a ce qu'il voulait, il a non pas une obligation de résultat, c'est du sport, mais disons qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il travaille dans de bonnes conditions,
Maintenant, à lui de nous amener l'équipe au plus haut possible. Avec comme premier test la réception du champion en titre Chaumont dès vendredi. Une équipe que Gary Chauvin connaît bien, lui qui a été sacré avec elle en mai dernier. C'est des joueurs contre qui j'ai pas envie de perdre. On sait qu'après, voilà, on va se retrouver après le match, il n'y aura aucun souci, mais c'est une motivation supplémentaire pour moi. Ça va être un match compliqué. On a l'avantage de prendre ce match un peu en challenger, et je pense que c'est comme ça, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut le prendre. On a quelque chose à faire. Les matchs amicaux ont très bien marché pour le moment. Il y a eu vraiment du positif. Maintenant, il va falloir être présent vendredi et essayer de faire un petit exploit, mais je suis convaincu qu'on peut gagner ce match. Pour bien débuter cette nouvelle ère dans laquelle est entré le Nantes-Rezé Métropole Volley. Les entreprises sont confrontées à des accidents de la route quand même assez fréquemment. C'est l'une des premières causes d'accidents mortels au niveau du travail. Ce sont des accidents souvent de mission, c'est-à-dire les gens qui partent en mission avec un véhicule de service pour faire quelque chose pour leur entreprise et qui reviennent après au niveau de l'entreprise. C'est là où on a le plus d'accidents. Après, il y a le trajet domicile-travail qui fait aussi partie des accidents de la route. Mais le plus grand sont les accidents de travail. Ça représente, je crois, à peu près 50% des accidents mortels au travail. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a la pression du travail, il y a la fatigue au travail, il y a, je dirais aussi, la voiture qui est considérée comme un bureau pour certains. C'est pas un bureau ambulant, donc on est distrait par les téléphones, par beaucoup de choses, qui fait qu'en fin de compte, on n'est pas sur la route, alors pourtant qu'on est en train de rouler. Je dirais c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est touché. Les routiers, les chauffeurs routiers, je parlerai des poids lourds, il n'y a pas tant que ça d'accidents. On dit souvent, par contre c'est vrai qu'un 38 tonnes qui arrive fait beaucoup de dégâts. Mais ils sont très peu quand même. Par contre, c'est les voitures, les VL et les petites voitures d'entreprise, fourgonnettes, où il y a beaucoup d'accidents à ce moment-là. Le premier conseil, c'est de ne pas répondre au téléphone quand on conduit. C'est la première chose. On peut le mettre sous silence ou on peut mettre une application disant qu'on est en train de conduire et on ne répondra pas, mais vous pouvez laisser un message. On leur explique ce que c'est les distracteurs en général. Même s'il y a un passager à côté, ça peut être un distracteur. De ce côté-là, on leur explique que l'alcool au volant, c'est pas si bien que ça, que les drogues, c'est pas mieux, que les médicaments, c'est pas mieux non plus. On leur explique le tournant qu'il peut y avoir entre moments où on change les horaires. C'est brutalement, on se retrouve avec de la pénombre, alors qu'on s'est habitué à sans pénombre après, je veux dire. Donc ça, faut leur parler de tout ça. Et on leur parle surtout de leur comportement.